La langue des signes a été utilisée couramment jusqu'en 1880. En 1880, elle a été interdite. Et depuis, elle l'est toujours. Depuis 1880, c'est le règne de l'appareillage, de l'oralisme à tout prix. C'est la volonté de soigner qui a pris le dessus. La rééducation acharnée pour faire parler les sourds. Les sourds sont des cobayes. Il est temps de repousser les murs de cet enfermement pour que nous puissions avancer. Stop à l'acharnement. Vive la langue des signes. Stop à la répression. À l'issue de plusieurs débats, nous avons décidé de nous libérer. Je vais casser des appareils pour nous libérer symboliquement et nous rendre notre langue. Que nous puissions nous exprimer librement pendant le colloque. Casser des appareils en ouverture de colloque ne veut pas dire que je suis contre les appareils. Pas du tout. Je veux juste renverser la tendance et mettre la langue des signes au premier plan. La langue des signes est ma priorité, pas les appareils. Il est temps que la langue des signes soit reconnue officiellement. Notre monde est un monde de paroles, ça parle tout le temps. C'était très symbolique de casser les appareils. Ça a été un électrochoc. Les Français ont eu raison de casser les appareils. Bravo. Globalement, pendant toute cette semaine, le handicap a totalement disparu. C'est totalement effacé. Nous n'avons eu aucun problème de compréhension. Grâce aux écrans géants, nous avons pu suivre confortablement. Grâce aux Minitel et aux journaux, nous avons pu accéder aux informations. Nous n'avons eu aucun problème de communication, même avec les entendants, puisque les interprètes étaient nombreux et disponibles. Ce qui nous a permis de rentrer en relation avec les entendants de manière positive. Ce confort, ces rencontres entre sourds et entendants, ces rencontres avec les parents, avec peu d'enfants hélas, nous ont fait vivre la solidarité. Nous avons vécu ensemble un grand moment pendant toute cette semaine. Et dimanche, l'oppression va nous retomber dessus. Je vous préviens, dimanche, ça va être dur. Les interprètes seront partis. Chacun va retourner au travail. Vous allez de nouveau être confrontés à la solitude, à l'angoisse. Mais je vous en prie, ne cédez pas à l'angoisse. Ne retenez que le positif. Lorsque Jean-François est né, on s'est vite rendu compte qu'il était sourd et on n'a pas considéré ça comme un handicap. On a toujours voulu avoir des enfants qui avaient beaucoup de facilité à vivre dans la société. Jean-François était un garçon très vivant qui n'avait peur de personne, qui s'adressait à tout le monde avec beaucoup de facilité. Il a aimé jouer avec les entendants. Il a beaucoup aimé les sourds. Il a fait du sport avec les entendants, il a fait du sport avec les sourds. Et son plaisir, c'était de réunir les deux communautés. Et souvent, il a intégré dans les équipes d'entendants, il a intégré des sourds et le contraire aussi. Jean-François Mercuriaux a grandi en internat dans une institution spécialisée pour sourds, de l'âge de 3 ans à 14 ans. Il en est sorti en 1973. À cette époque, la langue des signes était interdite dans l'enseignement, mais les élèves la pratiquaient entre eux sans avoir conscience de posséder une langue. La langue des signes l'a toujours beaucoup attiré. Et là, il est pressenti pour aller faire un stage à Marseille, un stage de langue des signes. Moi, je dis, écoute, tu n'as pas besoin d'aller à Marseille pour savoir la langue des signes. Non, il a voulu absolument partir à Marseille.
En 1982, 2LPE, Association pour la promotion du bilinguisme, langue des signes, français écrit, organise son 3e stage d'été. Le but des stages était d'informer les gens sur ce que signifiait le bilinguisme et de diffuser cette information. Nous donnions aussi des cours de langue des signes. Mais je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque j'étais jeune étudiant, en classe de terminale au cours Morvan, j'ai vite nourri l'ambition de devenir professeur. Car j'avais noté un état de fait, pas au cours Morvan, parce que c'était un peu particulier dans cette école, mais dans les autres institutions, notamment à Saint-Jacques, j'avais compris qu'on favorisait 1 ou 2 élèves sourds au détriment des autres. 1 ou 2 élèves sourds qui parlaient bien, les autres étaient laissés de côté, comme mis à la poubelle. J'ai donc vite compris que la méthode oraliste ne permettait qu'à 1 ou 2 élèves de sortir du lot. Le système éducatif de base était à changer radicalement. Il fallait introduire la langue des signes. La philosophie de 2LPE était de changer complètement le système éducatif en introduisant comme langue obligatoire la langue des signes comme langue d'enseignement. Par ailleurs, l'idée était de réunir les 3 parties, les sourds, les parents d'enfants sourds et les professionnels, pour travailler ensemble sur ce projet de bilinguisme. Lorsque j'avais 25 ans, je ne connaissais rien à rien. J'étais sourd et je m'en fichais d'être sourd. Je parlais en langue des signes avec ma bande de potes et ça me suffisait. On buvait des bières, on se mariait bien, on parlait football. C'était comme ça, j'avais 25 ans. Ensuite, je suis parti en stage et alors là, face à moi, un prof sourd. Un sourd qui se prenait pour un prof. Je me suis dit, il est fou lui. J'étais mort de rire. Ma réaction les a un peu mis mal à l'aise. Faut dire que j'étais troublé. Parce que depuis que j'étais petit, les profs auxquels j'avais eu affaire étaient entendants. Et l'enseignement que j'avais reçu était oral. Et forcément, comme je n'y comprenais rien, je me disais « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont intelligents et qu'est-ce que je suis con !» Donc de me retrouver face à un prof sourd qui me parlait dans ma langue, ça a provoqué un bouleversement. Donc un vrai bouleversement. J'étais très en colère. Ça m'a vraiment perturbé. Je n'étais que questionnement, tiraillement, un vrai bouillonnement. Les participants sourds attendaient des stages de 2LPE, de réfléchir sur leur langue et pour certains de se l'approprier. Les cours de langue des signes permettaient de nous revaloriser. Inconsciemment, certains avaient envie d'enseigner. Et nous apprenions ainsi ce qu'était le bilinguisme. Vu que tous les participants présents avaient connu l'échec scolaire, ce stage nous a appris à reprendre confiance en nous et à nous battre pour diffuser ce bilinguisme. Pour nous, c'était ça le but des stages. Bien sûr, nous avions besoin de sourds natifs de la langue des signes. Dans l'association de LPE, il y avait beaucoup d'entendants, très peu de sourds, et des sourds comme moi, qui n'étaient pas natifs de la langue des signes. Je connais la langue des signes, mais pas parfaitement, puisque j'ai grandi dans l'oralisme, et donc nous avions besoin de sourds signeurs, vraiment. C'est là qu'on est parti à la pêche. Jean-François, comment je l'ai rencontré? À ce moment-là, je travaillais à Toulouse avec Christian Masse. Les vendredis et samedis soirs, nous allions dans les foyers de sourds à la rencontre de sourds signeurs, et Jean-François y était. Nous l'avons repéré assez vite. Nous avions remarqué sa qualité de compréhension, comment dirais-je, sa qualité d'ouverture. Nous lui avons demandé assez rapidement de participer au stage de 2LPE à Marseille. Au départ, il n'était pas particulièrement motivé. Je me souviens d'ailleurs la fois où on l'avait invité à assister au cours de langue des signes qu'on donnait à des entendants. Il s'était moqué de nous. Il était hilar. Des entendants qui apprenaient la langue des signes. Il trouvait ça ridicule. Par contre, il était quand même à l'écoute de ce qu'on disait et il s'est laissé convaincre de venir à Marseille. Ensuite, avec Christian, nous avons réfléchi. Jean-François était métallo,
soudeur dans une usine, donc nous lui avons proposé de se mettre à temps partiel pour enseigner en langue des signes auprès d'enfants sourds. Et lorsqu'il est revenu, il m'a dit « Maman, mais si tu savais, si tu savais ». Mais il était émerveillé d'avoir fait ce stage, d'avoir vécu cette semaine avec la langue des signes. Il était émerveillé. Et de ce jour-là, je crois que Jean-François n'a toujours pensé qu'à ça. Quand il a eu un enfant sourd, davantage, mais avant ça, Jean-François était toujours soucieux d'éducation. Un événement important est survenu dans la vie de Jean-François, la naissance de sa première fille Sophie, qui était sourde. C'est à partir de là qu'il est devenu un véritable militant. Jusqu'ici, il n'était que sympathisant militant, il s'était mis à donner des cours aux entendants. Il avait déjà en lui cette envie de faire bouger les choses. Mais c'est la naissance de sa fille sourde qui a joué comme un détonateur. Il s'est mis à donner plein de conférences. Il voulait vraiment informer les gens de la qualité linguistique de la langue des signes et en apporter la preuve. D'ailleurs, quand sa fille atteint ses 18 mois, il l'a filmée dans son quotidien. Il a été le premier à mettre sa vie privée sur la scène publique, seulement pour convaincre. Et ça, c'était vraiment émouvant. Vous avez vu? On se rend vraiment compte de la mise en place de la structure de la langue. Son vocabulaire s'enrichit, se précise, s'organise pour former des phrases. À 2 ans, un vrai dialogue s'instaure. On assiste à la mise en place d'une langue, d'une vraie langue. En 1984, la première classe bilingue est ouverte par l'association de LPE dans une école publique à Poitiers. Jean-François y enseigne et devient ainsi le premier instituteur sourd en France. Il y avait un enjeu très grand dans le choix du premier professionnel sourd qui allait travailler auprès des enfants. Et Jean-François, donc, et puis plus tard Rachid, et puis plus tard d'autres, ont eu tout à fait ce rôle d'être des enseignants ou des maîtres. Moi, je préfère penser que Jean-François était un maître d'école, au sens aussi où il se souciait du bien-être des enfants, où il se souciait de l'éducation, et où il avait toute la capacité de penser à ce qu'il arrivait à l'enfant sourd dans la société, dans la famille. Ayant eu lui-même l'expérience, c'était pas qu'un enseignant au sens classique, type UFM, j'ai appris, je vous transmets. C'était beaucoup plus que ça. Je dirais même, et lui par contre on ne l'a jamais dit, il servait de point de repère identitaire pour les enfants. Nous devons nous inspirer des enfants. Ils sont notre force pour continuer à combattre et à avancer. Nous, les adultes, nous sommes confrontés à des problèmes politiques et à des questionnements sans réponse. C'est en nous tournant vers les enfants qu'on se rend compte qu'ils sont justes parce qu'ils sont neufs. Nous sommes prisonniers des problèmes que nous avons rencontrés depuis l'enfance. Aujourd'hui, nous devons nous dégager de ça en nous tournant vers les enfants. Mettons de côté nos problèmes avec les entendants et cherchons des solutions au niveau de l'enfance. C'est en débattant entre nous des questions éducatives que nous trouverons des solutions politiques. Pauline est arrivée dans la classe Jean-François 86, elle avait 4 ans. La première remarque de Jean-François, c'était sur l'attitude de Pauline qui acceptait aucune consigne. Elle comprenait, il n'y avait pas trop de problèmes de langue, mais finalement, elle avait l'habitude depuis 2 ans de faire ce qu'elle voulait en classe.
Et nous, on était plutôt contents de ça. Pauline, pas du tout. Pas du tout. Ça a été un peu difficile au début. Et elle jouait effectivement de ce qu'elle avait toujours joué avant, c'est-à-dire je comprends pas, j'ai pas envie, etc. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement Jean-François Mercuriaux avait des attitudes d'enseignant, exigeant, il y avait du travail à faire, on n'était pas là que pour s'amuser, et ça, on était pleinement satisfaits. Ma philosophie, est-ce de considérer que l'enfant sourd est un enfant malade à réparer, à soigner? Non, 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 pas du tout. Je considère que l'enfant sourd est un enfant bien portant, un futur citoyen. Sourd, mais en pleine possession de ses facultés. Un être qui communique, et pas du tout, comme certains pourraient le croire, un être déficient, démuni. Je considère qu'un enfant sourd est sourd, d'accord, donc avec l'ouïe en moins, mais un être à part entière. Nous vivons dans une société entendante qui ne devrait pas empêcher l'enfant sourd de jouir des mêmes droits. Et à mon sens, ça ne peut passer que par l'enseignement. Un enseignement sélectif, tronqué, non. L'enfant sourd a droit à l'accès à la connaissance, à un apprentissage complet, au même titre que les entendants. C'est ma philosophie. Rétablir l'équilibre. J'avais une relation très forte avec Jean-François. Ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il avait du caractère, qu'il était volontaire, combatif. Ce que j'aimais aussi chez lui, c'était son ouverture d'esprit. Il débordait d'idées. Il était toujours en ébullition. Et nos discussions pouvaient durer de 8h du soir à 4h du matin. Il avait toujours une idée nouvelle en tête. On discutait de plein de choses. Il avait toujours quelque chose à proposer pour faire avancer le monde des sourds. C'était un homme pour qui le mot impossible n'existait pas. Tout était toujours possible. Il trouvait toujours un moyen d'avancer, une solution à tout. Il était vraiment intéressant. Impossible, non. Avec lui, tout était possible. Et pourtant, à l'école, on se heurtait à des difficultés importantes. Mais grâce à lui, on trouvait la solution. C'était vraiment un homme d'influence. Je crois que Jean-François n'a jamais utilisé la langue comme l'emblème identitaire d'une communauté. Il a utilisé la langue pour défendre des idées, pour vivre, pour échanger, pour partager, pour transformer politiquement les situations intolérables qui étaient faites aux enfants sourds, aux adultes sourds. Jean-François, pour moi, n'a pas forcé la direction vers l'idée communautariste. Je pense que c'est plutôt pour révéler quelque chose de lui, en tant qu'homme, révéler pour les sourds des choses beaucoup plus riches que celles que les entendants percevaient, et donner une chance aux enfants sourds de se révéler de façon beaucoup plus épanouie, beaucoup plus riche, mais dans un rapport au monde entendant. Il avait dans sa classe des enfants sourds, mais il avait autant de soucis pour les gamins entendants de la classe d'à côté que pour les gamins sourds. Et je crois qu'il avait une conception comme ça très ouverte de la citoyenneté qui à mon avis, était... Enfin, est celle qui me convient et peut-être pas celle qui est en vigueur aujourd'hui dans la communauté sourde. Un de mes élèves, un jour, avait regardé la télévision, une émission qui parlait d'élections, de vote. Ses parents entendants en avaient discuté, mais il n'avait pas osé leur poser de questions. Il s'était dit qu'il allait en parler à son maître sourd. Il est donc venu me voir. « Maître, pour qui tu vas voter, toi ?»« Ben, je sais pas, j'ai du mal à te répondre. » « Comment ça, tu sais pas, maître ?»« Ben non, je sais pas, j'ai pas accès aux informations. Je sais pas bien lire. Et puis il parle à la télé, mais moi je les entends pas. Je vois bien Mitterrand qui fait des grands gestes. Votez pour moi. Mais moi je ne peux pas juger. » Ce jour-là, voyant la déception de cet enfant, j'ai réalisé à quel point nous étions en marge, à l'état animal, à côté d'une société qui débattait sans nous. Et c'est bien là le problème. Nous devons nous battre pour faire notre place et exiger que les informations et les débats soient traduits en langue des signes, de manière systématique. Nous devons pouvoir accéder directement au débat pour ensuite transmettre nos réflexions à nos enfants et répondre à leurs questions. Débattre entre nous et en faire profiter nos enfants. En somme, devenir de vrais citoyens. Presque toute sa vie, et que ce soit son histoire familiale, son histoire à Poitiers, on va dire, amicale, politique, professionnelle, elle est tout le temps sur l'enjeu du rapport des sourds et des entendants. Quel regard avez-vous sur nous ?
Qu'est-ce qu'on doit comprendre de nous? Qu'est-ce qu'on peut changer de ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La langue étant au service, mais pas comme une finalité, un objet linguistique intéressant, enfin, pour les universitaires, ou un emblème identitaire. On a une communauté parce qu'on a une langue. Non, mais qu'est-ce qu'on veut faire de la langue? Et en permanence, il me semble qu'elle était mise au service d'un échange, oui, beaucoup plus philosophique, politique, sur la façon de vivre et ce qu'on pouvait attendre de transformer dans la société le rapport des uns et des autres. Je crois que de LPE était en avance sur son temps. Je crois que ce qu'on paye aujourd'hui quant à l'image de LPE dans la communauté sourde est le résultat du fait que c'était quand même sacrément précurseur et que ça a bousculé quand même pas mal de gens, et pas seulement les quelques docteurs, mais aussi beaucoup la communauté sourde. Et je crois que Jean-François, par sa place au sein de LPE, par sa personnalité, par sa force, effectivement, je crois qu'il s'en est pris plein la gueule, en plus de ses pairs sourds, et en ce sens-là, oui, un précurseur. Il m'a dit, tu sais maman, je n'ai plus envie de faire le colloque. Je dis, mais tu ne peux pas faire ça, mon fils. Dans 10 jours, c'est le colloque. Tu ne peux pas abandonner le colloque, c'est impossible. Il me dit, parce que j'ai peur. Comment vous dire? J'ai peur de parler dans le vide. Parce que les gens qui vont assister au colloque, sourds ou entendants, vont être très, très enthousiasmés. Mais après, que restera-t-il? Lorsque Jean-François a disparu, il n'y a pas eu vraiment de relève. Aucun autre leader comme lui. Il n'y a pas eu de suite. Bien sûr, il y a des gens de valeur dans le monde des sourds, mais personne d'aussi charismatique. Aujourd'hui, le militantisme existe, mais il est devenu très individuel. Et pourtant, paradoxalement, ce que je constate, c'est que de nombreuses associations se créent partout et de plus en plus. Mais hélas, sans aucun lien entre elles, ni aucune solidarité. Et c'est ce qui est difficile à accepter. Je n'ai pas envie de me battre comme l'a fait mon père. Je crois que ça a été un travail très lourd qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Mais ça restera quelqu'un de très important et de très symbolique pour moi. Et je n'ai pas forcément envie de l'imiter. Il a eu une vie militante très riche. Il a vraiment fait avancer la cause des sourds. Mais en termes de vie privée et de vie de famille, il était souvent absent. Il a tout misé sur le militantisme. Il nous a oubliés. Ma sœur et moi, je pense qu'on a peur de reproduire, de militer pour une cause au détriment de la vie familiale. On en a peur. Même si au fond, je suis une militante du quotidien. Mais de là à participer à un mouvement collectif, ma sœur et moi, on n'en a pas envie. Aujourd'hui, si je suis bien dans ma peau, bien dans mes baskets, c'est en partie grâce à lui. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire pareil que lui. De toute façon, il est irremplaçable. C'était un vrai précurseur. Il avait des idées fortes pour l'époque. Je ne suis pas sûre d'être à sa hauteur. Il était enthousiasmé par ce qu'il faisait, c'est vrai. Mais il avait beaucoup de choses à porter. Et c'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un homme libre. Levons-nous et battons-nous pour accéder à une citoyenneté. Occupons notre place dans cette société qui est aussi la nôtre, et que la langue des signes soit enfin reconnue. Ce film est un hommage à Jean-François Mercuriaux. En France, il y en a eu peu jusqu'à présent. Cette année, c'est le 15e anniversaire de la mort de Jean-François Mercuriaux. Si vous cherchez des informations, venez sur notre site de l'Œil à la main.